Hello le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te partager des pépites, ou en tout cas c'est mon invité du jour qui va te partager des pépites, qui s'appelle Jérôme O'Haraud. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour David, bonjour à tous. Eh bien, ça va très bien, merci. Et toi, la forme? Ça va super, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour parler justement d'écriture, de publication. Alors, toi qui regardes cette interview, si tu désires augmenter ta visibilité, ta notoriété et tes revenus d'entrepreneur à l'aide d'un livre business, eh bien, je te propose d'écouter attentivement cette interview. On va parler d'écriture, on va parler de publication, on va parler de soft skills aussi, puisque tu es notamment expert en soft skills, Jérôme. Ben voilà, on va en profiter. Est-ce que tu pourrais te présenter aux quelques mots aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview? Oui, alors je m'appelle Jérôme Moirot, je suis originaire de l'île de la Réunion et aujourd'hui je vis à Londres. Donc ça fait 7 ans que je vis à Londres aujourd'hui. Je suis passionné par les arts martiaux et les sports du cerveau, comme la lecture rapide et le mind mapping. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait de la compétition, hein, que ce soit dans les sports comme les arts martiaux, mais aussi dans les sports du cerveau. Et j'ai obtenu le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plaisir. Et pour la partie professionnelle, eh bien, j'ai deux axes d'activité. Donc j'ai un premier axe, comme tu le disais, sur les soft skills, pour lequel j'ai pu publier deux ouvrages aux éditions Duno. Donc il y a le Réflexe Soft Skills qui est sorti en 2014 et Soft Skills en 2018, et qui m'amène à faire de la conférence en entreprise principalement, mais aussi j'accompagne, je forme les managers ou les entrepreneurs à devenir meilleure version d'elles-mêmes et à libérer leur charge mentale grâce aux soft skills. Et sinon, j'ai aussi un deuxième axe d'activité qui est justement sur les sports du cerveau, comme la lecture rapide, le mind mapping, pour lequel cette fois-ci, j'organise maintenant le championnat de France et le championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et bien entendu, on forme les gens à se préparer à ces disciplines. Donc voilà, très rapidement pour la présentation. Excellent. Donc, l'écriture et la lecture, ce sont deux choses que tu connais bien et on va pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire la première fois un bouquin? Est-ce que c'est l'éditeur qui est venu vers toi et tu t'es dit, oh, une opportunité? Est-ce que c'est toi qui as fait la démarche proactive de démarcher un éditeur? Est-ce que tu peux te replonger dans cette année 2012-2013 puisqu'il est sorti en 2014? En fait, avant le Reflex Soft Skills, j'avais auto-publié un premier livre en fait, qui s'appelle L'aventure entrepreneuriale et qui était en fait une version améliorée de mon mémoire de fin d'études. Donc ça, c'était en 2011 et c'était ma première expérience d'écriture en tant que telle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2010, en fait, pendant mes études, j'avais lancé un blog et je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat à cette époque-là. Et ce qui m'a amené à networker, à faire pas mal de rencontres, notamment pour faire des interviews d'entrepreneurs. Et parmi ces rencontres, eh bien, j'ai rencontré Alain Bossetti, que tu connais également, parce que je crois qu'on s'est rencontré la première fois dans son salon des micro-entreprises à l'époque et maintenant salon SME. Et on a bien sympathisé. Il m'avait invité en tant que blogueur à une soirée networking. Et dans cette soirée networking, eh bien, j'ai rencontré une éditrice de cette maison d'édition, donc Duno, avec qui j'ai pu échanger. Et en fait, elle était très intéressée par le concept des soft skills. Et du coup, elle en a parlé à son équipe. Ça a plu. On a pitché un projet d'ouvrage. Eh bien, ils étaient super contents de publier le premier livre sur les soft skills en francophonie. Et du coup, c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et donc, en quelque part, ça a été une rencontre. Et après, ça s'est déroulé comme ça en fait. Donc, c'était plus finalement, plutôt que de faire moi un manuscrit complet que j'allais chasser, démarcher des éditeurs, j'étais plus parti sur un projet qu'on a co-construit ensemble et ensuite la rédaction du livre. Mm. Comme quoi, les réseaux et les rencontres que l'on fait, ben, ça peut amener à de beaux projets et de belles concrétisations. Et donc, l'alignement des étoiles, moi j'aime bien appeler ça comme ça, ça ne se contrôle pas, mais voilà, c'est une réalité et c'est un exemple parmi d'autres que tu viens de nous partager. Mais justement, est-ce que entre 2014 et aujourd'hui 2021, à la date à laquelle on enregistre cette vidéo, est-ce que tu as vu fondamentalement des grosses différences
expérience dans le monde de l'édition via une maison d'édition, vu que tu es passé par plusieurs maisons d'édition. D'ailleurs, il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir aux éditions Alizio, que tu as écrit à quatre mains avec Yannick Alain. Une belle préface de David Lefrançois. Voilà. Est-ce qu'il y a une grosse différence aujourd'hui entre aujourd'hui et 2014 dans le monde de la maison d'édition, en tout cas en tant vision d'auteur, évidemment, puisque toi tu es auteur? Alors juste par rapport au livre Les gentils aussi méritent de réussir, en fait c'était à 6 mains, À ce qui est 6 mains. aussi Delphine. Ok. Donc en fait c'est marrant parce que mes trois ouvrages que j'ai publiés dans les maisons d'édition, ça a été à chaque fois à 3. J'aime Ok. bien travailler en trio, ce qui est pas simple en fait pour écrire un livre, mais bon, ça fonctionne. Ah bon, on Donc il y pourra a en Delphine, reparler, Yannick et moi c'est en chouette. effet. Et alors oui, alors qu'est-ce que j'ai pu observer par rapport à ma propre expérience en tant qu'auteur? Eh bien, clairement, il y a une énorme évolution. Je dirais déjà la digitalisation. On sent que le livre est de plus en plus consommé en mode e-book par rapport à des liseuses, par exemple, mais qu'en France, on aime encore énormément le format papier. Contrairement peut-être à d'autres pays, parce qu'il y a aussi le fait que je vis au Royaume-Uni, donc je peux observer ça. Ensuite, il y a aussi l'émergence de nouvelles maisons d'édition innovantes, comme par exemple, j'ai pu également écrire un ouvrage qui s'appelle La résilience aux éditions Bookboon, que je connaissais pas, qui est un éditeur danois et qui est 100% en ligne, spécialisé pour des livres en entreprise. Donc, du coup, c'est intéressant d'observer ça, que finalement, il y a des grandes institutions, des grandes maisons d'édition comme Alizio ou Duno, mais qu'il y a aussi des outsiders qui arrivent à tirer leur épingle du jeu pour faire les choses un peu différemment. Après, clairement, moi, par rapport à mon expérience de l'auto-édition, ce que j'ai pu publier, je crois peut-être 8 livres, un truc comme ça, en auto-édition, et des livres en édition, en fait, pour moi, c'est deux stratégies différentes. La stratégie auto-édition, pour moi, c'est je crée un produit et je le vends pour générer un revenu, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois quand c'est en auto-édition, alors que pour le travail avec un éditeur, pour moi, c'est une autre démarche. C'est plus une démarche d'autorité, de notoriété, de communication, parce que forcément, les marges avec un éditeur sont, en tout cas, on a moins de marge de manœuvre sur la marge que l'on fait en travaillant avec un éditeur. Par contre, l'impact, il n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand mon livre il sort chez Alizio, par exemple, là, la sortie du livre là, qui va avoir lieu le 9 février, eh bien, là, déjà, rien que là, je vois l'impact en termes de communication. On est déjà interviewé par des journalistes, etc., avant même la sortie de l'ouvrage, ce qui n'arrive pas quand on fait un livre auto-édité, par exemple. Donc, voilà, moi, ce que j'observe à mon niveau, en tout cas, en tant qu'auteur, sur auto-édition et éditeur. Ok, super. Et justement, dans cette notion donc la grande différence de stratégie, en fin de compte, quand on publie en auto-édition et quand on publie par une maison d'édition, quels seraient les deux mots-clés? Donc, un mot-clé pour l'auto-édition, un mot-clé ou une phrase, hein, et un mot-clé pour l'édition. Par exemple, tu vois, moi, je considère que l'auto-édition permet plus de liberté en termes de stratégie. Moi, j'utilise l'auto-édition pour auto-publier ce bouquin-ci que j'offre en free plus shipping. C'est des choses qui sont plus compliquées à faire par une maison d'édition. Donc voilà, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner ta vision des choses avec un mot ou une phrase? Oui, après oui, bien sûr, c'est comme tu dis, en fait, comme c'est ton produit, tu peux en faire ce que tu veux, entre guillemets, alors que quand c'est avec un éditeur, c'est son produit auquel toi, tu es partenaire quelque part. En un mot-clé ou une phrase, je dirais éditeur, je dirais notoriété, autorité et auto-édition, business. Voilà ce que je Ok. dirais. Et justement, on en vient à cette fameuse question qui est quels impacts la sortie de ton livre ou tes livres, et alors à la rigueur, tu peux peut-être nuancer entre ceux qui ont été autopubliés et ceux qui ont été publiés par une maison d'édition, mais quels ont été les impacts sur ton business, justement, ou tes business, puisque tu en as plusieurs? Alors, par rapport à mes livres sur les soft skills, en fait, clairement, l'impact a été que, en plus, j'étais super jeune hein, quand il a été publié, j'avais 26 ans. Donc, édité à 26 ans, c'était quand même assez peu commun. Et en plus, dans le milieu de la formation et de la conférence, quand tu es jeune, tu es moins pris au sérieux. Et le fait d'avoir un livre, tout de suite,
ça m'a donné du crédit et ça m'a lancé clairement sur le B2B en fait, le business to business, en tant que consultant, formateur et conférencier. Donc clairement, moi, ça a été ça pour moi déjà le premier gros boost en fait. Ensuite, bah, ça a été également des opportunités aussi de visibilité parce que en étant auteur édité, eh bien, j'étais invité dans plein de médias différents. Ça, c'était vraiment sympa, à la fois sur des plateaux télé, à la radio, dans des magazines, comme par exemple même Forbes ou Management, enfin tout, des médias qui, entre guillemets, font un peu rêver les entrepreneurs. Mais j'avoue que le fait d'avoir un auto-édité, ça m'a ouvert des portes, clairement. Donc ça, c'était vraiment top pour ça. Et Donc ça, après, c'est livre par ouais. la maison d'édition, si j'ai bien compris. Oui, Ou oui, c'est- toujours, oui. En fait, pour moi, clairement, maintenant, en tout cas, ma position par rapport à ça en tant qu'auteur, ce que je fais, c'est que je fais d'abord un projet d'ouvrage, je propose à ma maison d'édition, et si le projet ne entre pas où ils ont déjà un livre là-dessus, ou que ça va être publié, mais peut-être dans 2 ans, alors que je suis pressé et que j'ai besoin de cette flexibilité, et bien du coup, je vais peut-être opter plutôt pour l'auto-édition. c'est Mais ça. généralement, maintenant, je privilégie toujours de travailler avec mon éditeur, en fait, autant que possible. En plus, là, avec Alizio, ça se passe super bien. C'est super agréable de travailler avec eux. Donc, voilà, autant qu'à faire. Puis moi, j'aime bien travailler en équipe. Donc, je préfère, à la rigueur, travailler en équipe avec une maison d'édition que tout seul de mon coin avec mon livre, en fait. Oui, c'est Par contre, ça. ce qui est un truc qui est intéressant, c'est que je me rends compte que on peut avoir une vraie stratégie V1, V2 avec l'auto-édition et la maison d'édition. Par exemple, là, ce que je vais tester, c'est de faire une version light ou une V1 d'un ouvrage que je vais pouvoir tester sur le marché et après pitcher ça à l'éditeur en disant bah voilà, j'ai fait cette V1 qui a marché, voilà les feedbacks que j'ai eu. Je vous propose qu'on fasse la réédition avec vous, mais une version augmentée du livre. Est-ce Mhm. que ça vous dit? Et du coup, là, il se dit, bah oui, il y a du potentiel parce que, en fait, un éditeur, c'est aussi c'est du Mhm. business. Hein, ils veulent pousser un produit qui a un marché. Et donc là, le fait de tester le marché un peu comme si c'était du crowdfunding, du coup, ça plaît bien également. C'est ça. Donc, en fait, il y a vraiment les deux aspects. On peut prendre la solution dans les deux sens. C'est soit on s'auto-édite, on montre qu'il y a un marché, le livre auto-édité fonctionne, et après, on peut aller voir les maisons d'édition pour dire, ben voilà, regardez, il y a quelque chose là à faire ensemble, et on peut faire une version, une réédition améliorée. Et de l'autre côté, ben, si tu as la possibilité que ton livre intéresse directement les maisons d'édition, ou une maison d'édition en particulier, eh bien, tu peux à un moment donné te dire, OK, je démarche la maison d'édition, et si elle n'a pas besoin ou pas envie de faire ce projet avec moi, bah, j'auto-édite le bouquin. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, il y a des avantages et des inconvénients à passer par une maison d'édition, comme il y a des avantages et des inconvénients à s'auto-éditer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais? Je t'ai peut-être coupé, donc. Non, après, enfin, pour moi, l'avantage avec une maison d'édition aussi, bah, c'est un partenaire d'engagement en fait. Et un des enjeux de l'écriture, c'est de vraiment garder la motivation, d'écrire régulièrement, de tenir les deadlines. Et le fait de travailler avec un éditeur, contractualisé, etc. Enfin, moi, ça m'a vraiment boosté pour vraiment matérialiser le truc. Et en plus, comme tu as du feedback et t'as plein de personnes différentes qui peuvent te donner des feedbacks, relire, te challenger, la qualité du livre, elle est carrément meilleure que si j'étais tout seul dans mon coin avec mon seul cerveau et mes deux mains, quoi. Donc j'aime beaucoup ce côté-là aussi pour vraiment faire des livres vraiment puissants, quoi. Et justement, quels seraient tes conseils pour quelqu'un, donc un entrepreneur? On parle ici vraiment d'entrepreneur-auteur, donc pas de personnes qui écrivent des romans ou de la non-fiction, ou de la fiction, pardon. Quels seraient tes conseils pour un entrepreneur-auteur qui aura envie de justement proposer son livre à une maison d'édition, ou à se lancer? Est-ce que voilà, quels seraient tes conseils par rapport à ça? Mm. En sachant que l'idéal, évidemment, enfin que l'idée derrière, pardon, c'est de faire du business. Voilà, je te laisse réagir par rapport à ça. Un conseil, après c'est plus un retour d'expérience qu'un conseil, parce que je pense que chaque personne est différente et a Oui. son propre style, mais pour moi, je vois vraiment un livre comme un produit et que je recherche quelque part un partenaire business
pour que le produit cartonne. Donc c'est comme un pitch en fait. Dire bah voilà, ce livre-là, il va parler de ça, voilà ce qui le rend différent, et de vraiment vendre son livre comme si c'était un produit qui va cartonner en fait. Et, et de vraiment parler du produit et pas forcément de soi en tant que tel, parce que l'éditeur, voilà, c'est quand même son rôle, c'est de vendre des livres. Donc moi je dirais il y a ça. Et après, mine de rien, l'éditeur ne vend pas le produit pour vous en fait. Lui, donc il fait son travail hein, d'édition, de mise en avant, de communication. Il a des partenariats avec toutes les librairies en francophonie, etc. Par contre, vendre le bouquin, bah, ça va être à l'auteur de le faire. Donc c'est son bébé. Donc là, si vous arrivez à convaincre que vous avez une force de frappe, vous avez une capacité à vendre, bah ça va être un truc en plus qui va séduire les éditeurs. Yes, donc c'est vraiment, par exemple, si on a déjà une communauté, qu'on a des gens déjà Ouais. intéressés ou autres, Une ou mailing montrer, list, une communauté, des partenaires, ouais. montrer qu'on a déjà vendu une V1, justement, comme tu parlais là tout à l'heure, qui a vraiment un intérêt de la part du marché. Et donc, quand tu crées un bouquin, comme tu l'imagines comme un produit, tu imagines vraiment le public cible, tu imagines quelle est la promesse, enfin quel est le problème qu'il va régler, etc. Ça, c'est ce que je partage dans l'approche publiée pour impacter. C'est vraiment cette notion de l'étape 1, c'est préparation de la stratégie. Et donc, je travaille vraiment sur, entre guillemets, le lecteur idéal, le problème qu'on va régler, comment on va régler ce problème, etc. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes aussi quand tu écris un bouquin ou tu fonctionnes un peu différemment? Tout à fait, c'est ça. Ok. Et comme tu l'as expliqué. C'est donc c'est dire, ok, il y a un problème, je vais régler ce problème. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu élagues ce que tu mets dans le livre? Est-ce que tu te dis, ok, pour rester focus et régler ce problème-là, même si j'ai envie de parler de plein d'autres choses et que le livre pourrait faire 600 pages, est-ce que ça t'arrive d'enlever des choses? Et qu'est-ce que tu fais de ces choses du coup? Est-ce que c'est du contenu perdu? Alors là-dessus, en fait, moi, j'essaie autant que possible de ne pas enlever, mais plutôt dès le départ, d'avoir un plan suffisamment détaillé pour dire, bah voilà les idées que je vais creuser pour éviter de faire d'écrire. Par exemple, je n'écris pas au kilomètre et après je coupe parce que pour moi, c'est plus D'accord. énergivore que le fait d'aller droit au but. Par contre, oui, en effet, quand on lance la machine à écrire, eh bien, la créativité s'active, on a plein d'idées, etc. Et en effet, moi, je préfère me dire que je reste focus sur ce livre-là et je vais éventuellement réfléchir à une série, me dire, OK, ça c'est le premier, et bah, du coup, ça je vais garder pour le deuxième, plutôt que de vouloir faire une Bible, en fait. Et je me dis, bah, même d'un point de vue stratégique, bah, vaut mieux, par exemple, publier un livre par an avec des nouveautés, etc., que de vouloir tout faire tout de suite, quoi. Je trouve que c'est plus pertinent. Yes, bah écoute, ça me fait penser que je pourrais diviser publier pour impacter en 3 livres, en fait, parce qu'il y a 3 étapes. Et donc, préparation de stratégie, écriture et mise en page, et puis publication et promotion. Et en fait, c'est vrai qu'il fait 200 pages, et j'ai mis énormément dedans parce que je voulais apporter énormément de valeur. Mais c'est clair que le livre seul, parfois, ne va pas suffire parce que j'ai pas pu. Enfin, en fait, j'ai décidé d'enlever. D'ailleurs, il y a des annexes, hein, il y a une dizaine d'annexes parce que je voulais justement quand même compléter l'information et ne pas laisser le lecteur sans pouvoir avancer. Mais c'est clair que j'ai dû faire des choix, en fait, justement. Et donc, moi, la manière dont je recycle ce contenu, c'est que je fais des annexes, soit en vidéo, soit en PDF, et que je donne en téléchargement en échange de l'adresse email. Voilà, en tout cas, ça, c'est ma manière de fonctionner. Mais c'est clair qu'en fait, j'aurais très bien pu faire 3 volumes de publier pour impacter parce que il y a tellement à dire sur le développement d'une stratégie quand on veut être auteur, il y a tellement à dire sur l'écriture en tant que telle, il y a plein de techniques et d'ailleurs ce sera la prochaine question et ensuite il y a plein de choses aussi à savoir sur la publication et la promotion de bouquins donc voilà. Super. Quels seraient tes 3 conseils d'écriture, justement? Et si tu veux, on peut aussi parler du lien entre l'écriture et les soft skills, puisque je suppose que ces conseils d'écriture seront en lien aussi avec des compétences potentiellement qu'on doit avoir. Oui, alors par rapport aux soft skills, c'est vrai qu'on va parler de ça, c'est vrai que je n'ai pas donné la définition parce que c'est pas forcément connu par tout le monde. Alors les soft skills, c'est des compétences non techniques, c'est-à-dire comme la créativité, l'organisation, l'efficacité, et qui sont transversales, donc qui sont utiles dans plein de situations différentes.
Donc, par exemple, si vous arrivez à vous concentrer pour la lecture, eh bien, c'est utile pour l'écriture, c'est peut-être utile pour le business, etc. Et c'est surtout des compétences qui ne sont pas encore délégables à une intelligence artificielle, parce qu'elles sont humaines et que tous les humains peuvent développer. C'est, pour moi, toutes les personnes, tous les humains sur la Terre ont la capacité de développer n'importe quel soft skill. Il n'y a pas des gens talentueux qui sont bien nés, qui ont des dons innés et les autres non, en fait. Ça, c'est Donc ma vision, c'est ma philosophie. quand on dit je suis pas créatif, c'est faux. On pourrait très bien à un C'est moment donné faux. le devenir. Ok. En fait, la créativité, c'est quelque chose d'inhérent à l'humain, sauf que la créativité ne s'exprime pas de la même manière selon les personnes et selon les environnements, selon les expériences, etc. Donc après, la créativité, c'est pas, il faut être peintre. Il y a plein de manières, une infinité de manières d'être créatif. Donc oui, pour moi, c'est exactement ça. Et alors du coup, quel est le lien entre les soft skills et l'écriture? Pour écrire, déjà, on a besoin d'être structuré pour créer une structure, parce que surtout si on fait de la non-fiction, comme c'est le cas pour toi et ta communauté, déjà la capacité à structurer, à créer une structure qui soit claire, limpide et qui facilite le travail du cerveau. Donc la capacité à structurer, c'est utile forcément pour écrire un livre, mais en fait, il s'avère que c'est utile pour plein de choses, pour créer une formation, pour créer un article, pour créer une boîte, etc. Donc déjà, première compétence à développer sur moi, c'est ça. Ensuite, la deuxième, eh bien, c'est la persévérance. Parce que l'écriture, ça se fait pas une journée. C'est un travail répété dans le temps et qui demande de l'engagement, de la persévérance, de la motivation. Et ça également, ça peut se travailler, hein, la persévérance. Et enfin, oui, la créativité en fait, parce il y a une manière infinie de traiter un sujet. Par exemple, les gentils aussi méritent de réussir. Donc là, le parti pris qu'on a pris, c'était de se baser d'abord sur la vie de Yannick Alain, qui est auteur principal de l'ouvrage, avec ses anecdotes, etc., et que l'on va densifier avec. Donc ça, c'était plus ma partie, avec des blocs sur des astuces, des techniques et des apports scientifiques. Donc ça, c'était une manière de traiter le sujet. Mais en fait, on aurait pu le faire d'une manière infinie, finalement, avec plein d'autres manières différentes. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien faire dans les livres, c'est les interviews. Mais ça, c'est une stratégie que j'ai mise en place, mais que pas tout le monde aime. Donc, je dirais que la créativité, donc le fait d'écrire un livre, c'est une activité créative en tant que telle. Maintenant, à vous de choisir comment, avec quel style je vais adopter pour ce livre-là, pour faire émerger ma créativité. Parce que la créativité, en fait, elle fonctionne mieux quand on a une contrainte. Et c'est pour ça que la structure est importante, parce que c'est un système de contraintes choisies qui permet de canaliser sa créativité. Sinon, on part dans tous les sens, on se retrouve avec 600 pages et on ne sait pas quoi faire avec. Alors qu'avec Exact. une structure, un système de contraintes bien défini auparavant, ça permet de donner du focus au cerveau, de canaliser la créativité et du coup de matérialiser plus efficacement. Donc ça veut dire, est-ce que par exemple dans la structure, tu te dis, moi cette partie-là, elle fera maximum X pages ou Ouais, c'est pas jusque-là? moi, par exemple, je donne un objectif de page. Je me dis, voilà, ce livre-là, j'ai envie qu'il tienne en 280 pages. Donc, si c'est Ok. 280 pages, ça veut dire que pour chaque partie, il faut que ça tienne là-dedans. Et comme ça, je me dis, j'écris et je me dis, tiens, on est arrivé à tant de pages. Est-ce que c'est suffisant ce que j'ai écrit? Est-ce que je dois enlever des choses pour mettre quelque chose d'autre à la place? Et du coup, je fonctionne par bloc, en fait, Ok. comme ça, en fait. Ok, super. Par rapport à la structure, dans la méthode publiée pour impacter, je propose l'approche 3-3-3 et la structure 3-3-3 qui est de décomposer. En fait, tu as le point A, c'est là où la personne est, donc le lecteur idéal est aujourd'hui. Le point Z, c'est là où il veut aller. Et ensuite, il y a 3 étapes et 3 points d'action par étape, ce qui fait 9 points d'action au total, en sachant évidemment que ça peut être modulé. Mais en tout cas, c'est une structure que moi j'utilise. Il y a la Business Book Roadmap. Toi qui regardes cette interview, si ça t'intéresse, rends-toi sur simplement publierpourimpacter.com et tu as les informations. Tu peux réserver une session brainstorming avec moi et on réalisera ta structure 3-3-3 ensemble en direct. Ça, c'est la magie la magie justement de l'accompagnement. Et ça me fera grand plaisir de t'aider à structurer tes idées et ton premier bouquin. Ou même un deuxième, hein, peut-être, parce que je me rends compte, et ça, je n'en étais pas rendu compte, que quand tu as écrit un premier bouquin,
je rebondis un petit peu et c'est un petit peu improvisé la question, mais est-ce que toi, tu as vécu une grosse différence entre tes différents bouquins? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu te renouvelles dans l'écriture ou en fait, tu as l'impression d'écrire toujours de la même manière depuis 2014? Hmm, Parce que tu vois, c'est une bonne il y a un certain question. style. Euh, Moi, quand les gens me ouais, lisent, ils je me pense disent, j'ai que l'impression de t'entendre parler, parce que ceux qui me connaissent, en tout cas, m'ont dit ça. Et j'ai l'impression que ce sera le cas tout le temps. Peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis. alors clairement, j'ai cultivé un style, pareil, très structuré, très droit au but, très minimaliste. C'est-à-dire que j'ai épuré mon style pour, par exemple, éviter de faire des phrases longues. J'aime bien utiliser des mots simples et j'aime bien faire gagner du temps en fait. Donc je pense que mon style il est très minimaliste, straight to the point, pas de fioritures. Et c'est vrai qu'en France, parfois on aime bien les figures de style, des choses très jolies, etc. Et c'est vrai que moi, je me suis pas accroché à ça en fait. Euh, Après, ça, c'est ce qui, en fait, on va dire, ma zone d'excellence d'écriture, donc ce qui me fait gagner du temps et qui me permet d'être performant dans l'écriture. En revanche, pour moi, c'est important de ne pas être un super spécialiste, mais d'être aussi polyvalent et de pouvoir faire le caméléon. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi me donner de challenge et, par exemple, de faire un morceau de storytelling. Ben, je me suis amusé à écrire une fiction, par exemple. Tu peux en parler en off d'un défi de un mois. Ben, j'ai fait ça. Alors, je savais pas que ça existait, mais je m'étais donné un mois pour écrire une fiction. Donc, je l'ai fait et du coup, bah, pour moi, c'est une grosse sortie de zone de confort, en fait. Donc, je dirais que j'ai cultivé un style qui me permet d'être performant et gagner du temps. Par contre, je sais que c'est important également de diversifier ses options, ses outils et ses manières de faire pour pas être cantonné dans une boîte. Yes, ok. Et donc, ça veut dire que quand tu peux faire passer l'information et le message en 100 pages, le livre fera 100 pages et pas plus, quoi. Tu vas pas justement enrober les choses, enrober l'information dans des belles phrases, des beaux Et- paragraphes. Ça, voilà, c'est plus et- aller à l'essentiel. Exactement. Ouais, Ok. en fait, on est dans une société où le temps devient de plus en plus rare, curieusement, alors qu'il y a toujours, il change pas, mais c'est une denrée rare et que bah, mon rôle en tant qu'auteur, en tant que formateur, en tant que conférencier, c'est faire gagner du temps aux gens. Donc du coup, si ça peut tenir, le message peut tenir en temps de page, bah, je vais le faire. Euh, Après, oui, c'est vraiment, vraiment ça mon idée, c'est de faciliter le travail du cerveau des gens. Vraiment ça. Yes. Cool. Si tu devais réécrire un bouquin en partant de zéro, voilà, imaginons, t'as pas, tu connais pas d'éditeur, tu pars à de zéro. Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui ou est-ce que tu ferais exactement la même chose? Je te laisse Hmm. répondre. Donc, si par exemple demain je me lance et j'ai zéro réseau, etc. Donc, par exemple, si j'écris en espagnol demain et que je connais personne en Admettons, Espagne, ouais, etc., comment je m'y prendrais? une bonne idée. Bah, déjà, je pense que je ferais ça, c'est-à-dire que je vais déjà identifier des éditeurs avec qui j'aimerais bosser et je vais d'abord pitcher un projet. Donc avec, voilà, j'ai envie d'écrire un livre sur ça, voilà le potentiel du marché, etc. Bon, je fais le pitch de mon produit. S'ils me disent non, bah, du coup, je vais peut-être tester un autre éditeur, etc. Et en plus, moi, ça va me permettre d'avoir de la formation en disant, OK, non, mais pourquoi c'est non pour vous? Comme ça, moi, j'apprends et j'améliore. Et après, au bout de 3 éditeurs, par exemple, bah, si ça marche toujours pas, je dis, OK, bah, je fais ma V1 avec Amazon, par exemple. Je sors la V1 qui fait affaire, par exemple, 150 pages pour démarrer petit. Et après, bah, je reviens avec ma victoire en disant, bah, voilà, j'ai vendu tant d'exemplaires. Je vous propose de faire une V2 en 280 pages pour tel mois. Et voilà les partenaires avec qui j'ai envie de bosser, qui me soutiennent dans le projet. Ok. Voilà. Et ça veut Voilà. dire, est-ce que ça veut dire que tu censures la V1 volontairement en sachant ce que tu pourrais déjà dire dans la version améliorée, ou c'est pas du tout l'objectif? L'objectif, c'est de faire la meilleure V1 possible et puis en fonction de rajouter des choses par la suite, ou en tout cas de peaufiner les choses en fonction des retours que tu as eu sur cette V1 Alors, je avec une censure mise à jour. pas, c'est juste que j'ai une vision stratégique. Et je dis, ah, bah, la V1, elle a telle fonctionnalité, entre guillemets, et je sais que la V2 en aura d'autres. Donc, comme par D'accord. exemple, quand tu fais un produit, tu sais que tu as un produit, tu as une V1
qui a telle fonctionnalité, la V2 elle aura d'autres fonctionnalités. Donc c'est plus ça en fait. C'est pas une censure, c'est juste des étapes. C'est ça. Donc, tu as une V1 qui a un objectif bien précis et qui a X, on va dire, étapes pour y arriver. Et la V2 pour avoir plus d'étapes ou plus d'outils ou plus de choses Bah, il faut que la concrètes. V2 elle soit bien meilleure que la V1 parce que sinon ça sert à rien et faut pas que ce soit juste, je sais pas moi, quelques pages en plus, un exemple en plus, etc. Donc, il faut que ce soit vraiment, faut que ça donne envie à l'éditeur de faire un truc. Il faut pas que les produits se cannibalisent en fait. C'est ça. C'est que si je propose une V2 qui va cannibaliser, enfin que la V1 va cannibaliser la V1, ben, ils vont dire bah ok bah ma communauté a déjà acheté la V1, ils vont pas acheter la V2. Non, l'idée c'est de dire ils ont acheté la V1 et en plus ils attendent la V2. C'est plus ça en C'est fait. ça, ouais, tout à fait. Mm. Ok, super. Question un peu plus on va dire, funny. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu la première fois ton livre dans les mains, un livre papier? Quel a été ton ressenti, si tu t'en souviens, parce que ça fait longtemps que tu as écrit. Moi je m'en souviens, hein, bah, c'était fierté, c'était joie, c'était ouais, victoire. Ouais, c'était ça que je ressentis, l'envie. Et ce qui était assez marrant avec le premier d'ailleurs, c'est que je baladais avec dans la rue à Paris. C'est ah ta 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 ta. Et c'était un peu la folie, ouais. Genre, tu le Et je laisses suis même traîner, tu avec le laisses traîner. mon co-auteur en plus, Julien à l'époque, on s'est même amusé à aller dans les Fnac et tout avec notre livre en disant ah, est-ce que vous connaissez ce bouquin? Est-ce qu'il est en rayon, etc. Excellent. Ouais, ouais, il y a ce côté-là. Et t'as pas le côté où tu le laisses traîner sur la table de la taverne à laquelle tu bois un verre, genre, en espérant que les gens regardent et se disent, oh tiens, oh, mais en fait c'est l'auteur. Ouais, il y avait un peu ça, oui, C'est clairement. c'est- c'est marrant, ouais, top. Est-ce que tu as vécu ce que moi j'appelle le book blues, c'est-à-dire tu as reçu ton bouquin et puis peut-être bah, soit directement ou X semaines après, tu as vécu un petit peu ce côté où tu dis, ouais, en fait, il est pas si parfait que ça, j'aurais pu mettre ça à cet endroit-là, j'aurais pu mettre ça à cet endroit-là, et au final, tu es un peu, entre guillemets, déçu de ton bouquin ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que je sais que le bouquin sera jamais parfait. Et pour moi, c'est pas le bouquin, c'est un bouquin. C'est ça. Et que je sais que je vais en écrire d'autres et que du coup, je suis plus en mode ah bah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui était qui aurait pu être amélioré. Du coup, pour le prochain bouquin, bah, je vais faire différemment. Donc, je me suis vraiment détaché et ça, je suis assez content. J'ai pas cette charge émotionnelle où je dis merde, il y a un truc qui. Sauf s'il y a une grosse faute d'orthographe, et je suis ah, ça, du coup, là, oui, c'est différent. Mais si c'est vraiment sur le contenu du livre, etc., non, parce que je me projette toujours vers l'avenir en fait. Yes. Dernière question, entre guillemets, avant de te laisser aussi promouvoir ton activité, parler de ton activité, que les gens qui t'écoutent ou qui nous écoutent aujourd'hui puissent aller découvrir ce que tu fais. Est-ce que tu considères le livre comme un actif pour ton business aujourd'hui? Et voilà, comment est-ce que c'est, voilà, est-ce que tu considères ton livre comme un actif? Ouais, bah après, je sais pas ce que tu entends par actif, mais je pense que c'est peut-être ça, c'est un investissement. Hmm. C'est-à-dire que ça, c'est vrai qu'un livre, ça demande énormément de temps et d'énergie et que le retour sur investissement à court terme, il est hyper limité, quoi. Pour pas dire nul. Clairement, oui, pour moi, c'est un investissement qui est sur du long terme, en fait. Et d'ailleurs, je vois encore bah, des résultats que le fait d'avoir un livre, voilà, en 2014, 2018, etc., je sais que ça apporte de la visibilité et qu'il y a des gens qui me trouvent comme ça, en fait. Donc oui, clairement, c'est un investissement et de vraiment le voir comme un investissement et d'à pas, enfin pour moi c'est comme ça que je le vis en tout cas, de le voir comme un investissement et comme pour tout investissement, je cherche pas à avoir un retour sur investissement court terme, rapide, mais plutôt de le voir comme quelque chose de long cours en fait. De long terme, ok. Excellent. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu tes sites internet, les réseaux sur lesquels on peut te retrouver? Si tu as des actualités, sens-toi libre de les partager. Bon, il y a le livre évidemment qui sort ici. Donc, allez vous procurer ou comment dire ou réserver puisqu'il sort tout début février. Les gentils aussi méritent de réussir aux éditions Alizio. Un livre écrit à 6 mains, à six Oui. mains, préfacé par David Lefrançois. Et donc, c'est Yannick Alain, Jérôme Moirot, toi donc, et Delphine
Castellani ou Castellani, je ne sais pas comment on dit. Voilà, en tout cas, moi, je vais me procurer mon exemplaire. Voilà, je te laisse faire ta promo. C'est le moment, c'est l'instant. C'est toi la star du jour. Bah, merci. Alors du coup, oui, comme tu disais, l'actu, la grosse actu, c'est ça, c'est le livre. Et ce qu'on a fait, c'est que ce que j'invite les personnes à faire, c'est si vous avez acheté le livre, contactez-moi et comme ça, je peux vous donner accès à l'atelier que on va organiser 2 ateliers, un atelier avec Yannick, Delphine et moi ensuite, donc un atelier à distance sur les super pouvoirs des gentils. Donc du coup, si David t'achète le livre, envoie-moi un mail, comme ça je te mets dans la boucle et comme ça tu pourras participer à l'atelier. Donc ça c'est vraiment la grosse actu et vraiment je pense que ce livre il est quand même attendu parce que on se rend compte on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gentils dans le monde qui sont frustrés parfois de se sentir foulés ou qui ont le sentiment que des fois trop bon trop con alors que c'est pas le cas. La gentillesse n'est pas le problème en fait. La gentillesse c'est une force, c'est un vecteur de succès et on explique comment en fait. Donc c'est vraiment ça la presse du bouquin. Mais sinon, autre actu, j'ai créé un groupe Facebook qui marche vraiment bien, un groupe d'entraide en fait sur la libération de la charge mentale. Donc pour les personnes qui se sentent débordées, qui se sentent dépassées, ou qui se sentent surchargées ou qui se sentent dans un environnement oppressant, en fait, on a créé ce groupe, donc Libérer la charge mentale sur Facebook et on s'entraide et moi tous les jours, je publie du contenu. Et du coup, c'est avec des astuces, avec de l'entraide. Donc ça, c'est et bien entendu, c'est un groupe Facebook gratuit du coup. Je mettrai le lien dans la description pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe. Il y aura le lien aussi vers le livre. Et je mettrai du coup ton LinkedIn ou en tout cas des coordonnées pour que les gens puissent te contacter s'ils ont acheté le bouquin. Parfait. Top. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre ? Là, le dernier truc, c'est juste mon site, jérôme-waro.com. Quand vous allez dessus, vous pouvez également télécharger Soft Skills Magazine. Parce que du coup, comme j'aime écrire, j'écris non seulement des livres, mais aussi le magazine. Donc, j'ai lancé un magazine sur les soft skills. Et j'ai le grand plaisir d'intervenir dedans. Merci pour l'invitation, d'ailleurs, dans un des numéros, parce qu'il y a plusieurs numéros. Exact. C'est un magazine, donc forcément. Super. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour 2021 ? Je pense qu'on peut se souhaiter à tous un bon mindset, de miser sur ses soft skills, de faire confiance à ses ressources intérieures, de savoir que quoi qu'il arrive, quel que soit ce que va nous apporter 2021 par rapport à ce que nous a déjà apporté 2020, on va dire en termes d'imprévu et de surprise, de savoir qu'on a les ressources pour s'adapter, on a les ressources pour faire face aux problèmes, on a la créativité qui fait qu'on va toujours pouvoir rebondir. Et voilà, moi, ce que je peux te souhaiter et souhaiter à ta communauté de faire confiance à ses ressources intérieures, à ses soft skills pour faire face à tout ce qui va arriver en 2021. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré, que tu as consacré à la communauté. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé, donc vraiment gratitude, merci beaucoup pour ça. C'est toujours un grand plaisir d'interviewer des personnes inspirantes. En tout cas, moi, je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant. Sinon, je ne t'aurais pas invité de toute façon. Mais voilà, merci, c'est chouette. Ouais. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment un grand plaisir et merci pour cette opportunité de pouvoir partager ce que j'essaie de partager. Voilà. Yes. Eh bien, écoute, merci. Toi qui regardes cette interview, choisis une chose, une action concrète que tu t'engages à réaliser ces prochains jours, car sans action, pas de résultat. Si tu le souhaites, tu peux te procurer un exemplaire du livre publié pour impacter et tu pourras vraiment obtenir la méthode complète en 3 étapes et 9 points d'action pour écrire et publier ton livre business, pour augmenter ta visibilité, ta notoriété et tes revenus. Et rappelle-toi surtout que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. À très vite. Freezing outside, a little bit high on the feeling.